Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 2 de Croire en eux. Croire en eux, c'est le podcast qui s'adresse à vous, professionnels de l'adolescence et des jeunes adultes, afin de vous permettre de partager sur vos pratiques, en découvrir de nouvelles, mais aussi de croire en votre accompagnement et en vos clients. Parce que quelle que soit la difficulté, ce n'est jamais une fatalité. Croire en eux, c'est le début de toute solution. Dans cet épisode aujourd'hui, on va faire connaissance et on va parler avec Barbara Picard qui va nous parler de la parentalité, de sa manière d'accompagner les ados et les jeunes adultes. Et on va pouvoir partager sur tout ça. Bonjour Barbara. Bonjour Émilie. Ça va? Bien et toi? Oui, magnifique. Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Bienvenue en tout cas. Alors, merci. On a prévu une petite trame d'interview, mais est-ce que tu peux commencer par te présenter? Oui, je suis donc Barbara Picard, je suis coach pour adolescents, jeunes adultes et j'accompagne les parents d'ados, principalement, les parents de jeunes adultes aussi, parce qu'en tant que parent, ça peut continuer parfois à être un peu compliqué un peu plus tard. J'ai 2 filles qui sont elles-mêmes de grandes ados et jeunes adultes de 17 et 21 ans qui font ma joie et qui m'ont tout appris, ou presque. C'est chouette de dire ça comme ça, qu'elles t'ont tout appris. C'est juste que nos parents et nos enfants, tu vois, lapsus magnifique, nous apprennent beaucoup. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier, toi? L'expérience de parents. Pas forcément un parcours professionnel, mais beaucoup plus mon histoire personnelle, avec notamment ma fille aînée, qui a eu des difficultés très très tôt, dès la maternelle. Elle était différente par plusieurs aspects. Elle me donne l'autorisation d'en parler, donc je peux le partager avec vous parce qu'elle trouve que son expérience peut servir à d'autres et que ça, c'est intéressant. Donc, je me permets de le faire et je l'embrasse. Et ça a été très, très difficile très tôt, avec un échec scolaire possible dès le CP, avec des troubles de la concentration, avec beaucoup de difficultés sur le parcours, dont le harcèlement, dont on parle beaucoup maintenant, ce qui est très, très bien parce que c'est absolument majeur comme problème. Beaucoup de souffrance de part et d'autre, c'est-à-dire énormément de souffrance pour elle, énormément de souffrance pour nous, de la voir souffrir et de ne pas forcément savoir comment l'accompagner. Et on a testé énormément de choses et à la fin, c'est un coach qui l'a aidée durant son adolescence et à avoir son bac et ne serait-ce qu'à survivre à ses difficultés parce qu'elle était vraiment en grande difficulté. Et quand j'ai vu tout ça, durant ce parcours, j'ai pu m'apercevoir qu'en fait, on n'était pas tout seul. Et qu'une fois que tout ça a été fini, je me suis demandé comment on pouvait en faire profiter les autres. Et donc, je me suis professionnalisée. Voilà, chez International Mosaïque, que j'adore. D'accord. Tu faisais quoi avant? Alors, j'ai été dans le consulting. J'ai eu une start-up aussi à l'heure des dinosaures d'Internet. J'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait pas mal ce que je voulais. J'ai été brocanteur aussi. Et il y a eu un moment où j'ai mis de côté ma vie professionnelle pour m'occuper de ma fille. Et maintenant, je sais que ça n'est pas obligatoire. Mais à l'époque, je pensais que le temps était un facteur déterminant pour l'aider, le temps disponible. Et c'est notamment un des messages que j'ai envie d'envoyer aux parents qui culpabilisent beaucoup sur le temps. Bien sûr, le temps est un facteur à prendre en compte, mais il y a moyen de ne pas mettre sa propre vie de côté tout en accompagnant ses enfants. C'est chouette. J'adore ce message déculpabilisant dès le départ. On en a besoin, je crois. C'est important, je crois. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est quelque chose qui arrive souvent chez les parents, la culpabilité de comment je me positionne. Quel est ton plus pour toi dans l'accompagnement des jeunes et des ados? C'est quoi ton petit truc? Ma petite touche personnelle. Ouais. Alors, ils sentent que je les adore, ce qui est absolument vrai. C'est-à-dire que cet âge me fascine. Je trouve qu'on est dans le lien entre la sincérité profonde de l'enfant, l'accès direct au monde, que je trouve totalement magique, et la conscience de l'adulte, où ils se rendent compte, ils sont capables de formaliser, ils sont capables d'avoir du recul sur ce qui se passe en eux, de comprendre
à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui peut-être n'est pas encore à la bonne place, qu'il faut améliorer. Et dans ce dialogue magique entre sincérité et conscience, moi, il me fascine. Ils le sentent très bien. Ils sentent que j'adore dialoguer avec eux. Et du coup, ça crée la base de notre métier, qui est la confiance, la vraie, celle qui a un vrai socle. C'est leur faire confiance, c'est le titre de ton projet. Et c'est la base sur laquelle eux peuvent s'appuyer pour pouvoir grimper et se transformer et évoluer. Donc, en ça, cet amour-là, parce que j'ai vraiment envie de parler d'amour, il est puissant dans le lien et il permet la transformation. Ouais, et il est tellement important à cet âge-là où ils ont l'impression souvent de plus être aimés, quoi. Ils sont en pleine mutation, cette espèce de chrysalide qui est en train de changer et pour faire le papillon qui seront demain, qui leur fait terriblement peur. Et ils se sentent parfois isolés. C'est ça. Donc cet amour, il permet de faire naître tellement de belles choses. C'est chouette. Même si je fais très attention au terme amour, on est d'accord, hein, mais c'est le lien sincère d'intérêt profond pour l'autre. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur la parentalité qui est notre thème aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu as eu envie de nous parler de ce thème-là? En fait, on commence à parler de la souffrance des parents et bien sûr, ça a déjà été fait. Mais maintenant, il y a beaucoup d'informations sur la souffrance des adolescents, beaucoup d'enquêtes, beaucoup de supports médias. Je trouve qu'on est à une époque où la souffrance des parents adolescents n'est pas encore suffisamment mise en lumière. Donc j'avais envie de le faire un peu plus parce que j'imagine que comme toi, j'ai en face de moi beaucoup de parents qui souffrent et ils sont pris en étau entre les injonctions mal interprétées de la psychanalyse sur la responsabilité parentale où tout se jouerait avant 6 ans, où ce serait foutu, on bousille nos enfants en moins de 2 minutes, c'est absolument atroce, donc il faut supporter, ce qui bien sûr n'est pas le message essentiel de la psychanalyse, ce qui est une simplification à l'extrême et une erreur d'interprétation, mais qui peut être comprise et perçue comme ça. Et la mode actuelle, l'injonction d'être un parent absolument parfait, d'être génial, jamais fatigué, tout le temps en train de jouer pendant des heures avec des cubes ou avec des poupées, raconter des histoires quand on est complètement crevé, qu'on arrive avec une journée de boulot ultra chargée, mais en même temps manger bio et cuisiner pendant des heures. Tout ça dans un contexte où professionnellement c'est pas exactement simple, le monde bouge et malheureusement l'actualité est chaude. Et eux-mêmes font face en tant qu'individus à leur propre peur, face à un monde qui n'est pas toujours très rassurant, plus toutes ces injonctions de réussite très fortes, je les trouve en détresse, souvent. Et ils sont en plus obligés de regarder leur enfant parfois souffrir, ce qui est en soi une douleur de parents très importante. Donc quand on met tout ça ensemble, j'imagine que tu le vis, toi, dans tes accompagnements. Je le vis, moi, dans mes accompagnements. Il est urgent de se détendre. Il est urgent de comprendre qu'on est tous faillibles. Il est urgent de comprendre que nos enfants, malgré nos failles, vont trouver leur chemin. Et comment est-ce qu'on peut accompagner un enfant si nous-mêmes, on est totalement déstabilisés? Moi, j'ai été ce parent-là, qui doute, qui est dans un abîme de questionnement et qui n'a pas idée des pistes pour pouvoir aider son enfant et qui se sent mal de ne pas faire ce qu'il faut. Et c'est la raison pour laquelle j'avais envie à la fois d'en parler aujourd'hui, mais aussi de les accompagner dans ma vie professionnelle. Sans savoir non plus ce qu'il faut faire à ce moment-là. Je crois qu'il y a un truc, c'est que l'adolescence, le jeune est perdu, mais le parent aussi. C'est ça, c'est exactement ça. Et comment être une sécurité pour son enfant à un moment où lui est déstabilisé, si nous-mêmes on l'est, en tant que parents. Ça fait un système où les deux instabilités se répondent, ce qui peut créer des chocs parfois très violents. J'aime aussi l'expression de l'émotion. Moi, je la valorise systématiquement chez le parent. Bien sûr. Quand les parents me disent je me mets trop en colère ou tout ça,
dans la limite du raisonnable. On ne parle pas de violence, on ne parle pas... voilà. Hein. Mais c'est important que nos enfants voient la colère. C'est important que les adolescents voient qu'il y a toutes les émotions du monde, la colère, la peur, la tristesse, la joie, et toutes celles qui vaguent dans tout cela. Et c'est important, en fait. Donc, c'est OK de se mettre en colère. C'est OK de se remettre en question aussi. Mais c'est super important d'être en capacité de donner les limites, en fait, parce que je crois que c'est là. Et c'est se respecter soi-même en tant que parent, et c'est respecter nos ados que d'être capable de dire stop à certains moments. Et je crois que la colère, elle sert à ça. Après, il ne faut pas confondre l'expression de cette colère qui peut parfois être disproportionnée, on est d'accord. On ne parle pas de celle-là, mais on parle de la colère qui a besoin d'exprimer. Et ça, c'est un truc qui revient très souvent chez les parents qu'on peut accompagner et qu'on peut rencontrer. La culpabilité de l'expression de l'émotion. Je te suis totalement. Je trouve qu'il y a plusieurs sujets passionnants dans ce que tu viens de dire. L'expression, apprendre à nos enfants que nous aussi, en tant qu'adultes, on est traversés par des émotions et que c'est normal et qu'il n'y a rien d'étonnant à ça et que surtout, ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave si on les accepte, si petit à petit, on arrive à les gérer, même si d'un seul coup, on se met vraiment en pétard, si on arrive à les gérer suffisamment correctement pour ne pas devenir humiliant ou ne pas faire trop de mal. Et justement, la sécurité du parent à ce moment-là, elle permet une expression qui le respecte lui et qui va pouvoir ouvrir quand même sur un dialogue. Parce qu'elle sera peut-être moins aiguë que s'il ne se l'autorise pas et qu'il explose d'un coup de manière peut-être trop violente. C'est là où la pression, elle peut être à la fois un très bon moteur, et puis il y a un moment où elle devient potentiellement un problème. J'aimerais bien savoir comment ça se passe pour toi avec les parents. Alors, dans la mesure, quand j'ai affaire à un mineur, la question ne se pose même pas. Bien sûr, on a besoin de l'accord parental. Il y a des entretiens faits, à la fois des entretiens préalables au coaching, j'imagine comme tu le fais toi, à la fois pour l'enfant et aussi pour le parent. Il peut y avoir des entretiens tripartites où on met en relation les parents et l'enfant. Mais je ne le fais pas systématiquement parce que cette zone de coaching pour l'enfant, ça peut être une bulle à lui. Donc, l'accord avec le parent et l'écoute du parent sur la situation et le regard qu'il porte à la fois sur leur situation familiale et la situation de leur enfant est essentiel. Je te rejoins totalement, c'est impossible de faire l'impasse là-dessus. Par contre, il se peut que le coaching ne concerne que l'enfant, pour qu'il y ait un lien privilégié, unique, et qu'il n'ait pas le sentiment qu'on soit entre, j'allais dire, deux camps, à un moment où lui peut se sentir en lutte contre ses parents. Ça, moi, j'aime bien que ce soit tout bien carré pour que le lien de confiance soit fort. Moi, je dis souvent que mon client, c'est l'ado. Hein. Ça n'est pas le parent. Hein. Donc, j'écoute le parent et j'accueille tout ce qu'il a à me dire. J'en prends note et je sais que ça fait partie du système de l'ado que je vais accompagner. Donc, c'est pour moi important de l'avoir en tête. Mais ce qu'on va travailler, c'est ce que l'ado m'amène. C'est pas les parents. Hein. On est bien d'accord. Et le lien, c'est celui-là. C'est bien le coach de cet adolescent. Tout à fait. Tu m'as parlé en deux mots, mais j'aimerais que tu me le détailles un peu, cette histoire de contrat que tu passes avec un ado. Ça m'intéresse beaucoup. Alors là, on est sur le lien de la confiance que tu connais bien. Tu sais à quel point il est totalement essentiel et s'il n'est pas bien posé, on va rien pouvoir construire au-dessus. Donc le lien de confiance, bien sûr, c'est un lien humain. Ça, c'est ce dont on parlait précédemment, ce lien d'intérêt sincère, profond. On ne peut pas les duper. Donc ils le savent, ils savent très bien à qui ils ont affaire. Je trouve ça merveilleux. Mais derrière, il est important de formaliser par un pacte où notamment, je leur explique ce qu'est la co-responsabilité, ils sont responsables de ce qui se passe pendant les séances, ce qu'est aussi la coprotection, c'est-à-dire comment on se protège mutuellement.
je les protège, ils me protègent. Ils sont aussi dans un rapport à moi d'engagement. Et il y a aussi, bien sûr, la question de la confidentialité mutuelle qui est cruciale, et ça les pose comme actifs dans cette interaction qui va avoir lieu dans ces sessions. Et ensuite, une fois que tout ça est clair, ces notions sont claires, même si ils sont relativement jeunes pour avoir cette part de responsabilité, en face de moi, j'ai des ados qui comprennent ce à quoi ils s'engagent, et derrière, on formalise avec un vrai pacte et un contrat. Et donc, c'est un contrat papier signé? Oui. Qu'ils gardent, que tu gardes? Oui, bien sûr. Et je crois que c'est très important de formaliser. J'entends. Et tu le modifies en fonction de ton client, en fonction de sa demande, ou c'est quelque chose de... Non, il est personnalisé avec notamment l'objectif de coaching, le nombre de séances, les indicateurs de réussite. Tout ça est écrit dans le contrat. Et c'est essentiel, je crois, que tout soit vraiment bien posé de manière totalement claire pour débuter un travail limpide, où tout le monde se sent bien. En hypnose, en accompagnement, moi j'appelle ça le cadre de séance. Mais je trouve ça très très chouette que tu nous le reformules de cette manière-là, avec un côté contrat très carré. Du coup, c'est chouette et ça met tout le monde en sécurité, en fait. Exactement. C'est vraiment chouette. C'est souvent très nouveau. Signer un contrat, c'est souvent nouveau et ça les interpelle, et en même temps, ça les place dans une nouvelle responsabilité d'action. Et je crois que c'est important de redonner la responsabilité à nos clients. C'est essentiel. Tu le sais, je le sais, on le sait, et les autres professionnels le savent aussi à quel point. Ouvrir sur leur capacité à agir et à se transformer, d'ailleurs, agir et se transformer. Je te propose qu'on revienne un peu sur les parents, parce que je t'ai fait dévier sur ce contrat, mais on avait envie de parler de ses parents. On parlait tout à l'heure de la souffrance qu'ils pouvaient ressentir par rapport à leurs émotions, à ce qu'ils vivent, à leur impuissance aussi, qui est essentielle. Toi, techniquement, comment ça se passe? Quelqu'un t'appelle pour un rendez-vous, pour un ado ou un jeune adulte. C'est qui t'appelle souvent? C'est les parents ou c'est le jeune? L'essentiel du temps, ce sont les parents. D'accord. Qui m'appellent. Et ça dépend de l'âge aussi. C'est-à-dire que vers 21 ans, 22 ans, là, ce sont les jeunes qui m'appellent, qui prennent en main leur propre vie, leur parcours. Donc, c'est plus individualisé. Mais quand ils sont plus jeunes, oui, les parents sont moteurs. Et si tu me parles de l'accompagnement parental, en fait, il va y avoir un entretien préalable avec un certain nombre de questions pour comprendre leurs demandes et leurs difficultés. Comme on peut le faire avec des adolescents, un entretien également préalable pour comprendre quel est leur objectif, si le coaching répond bien. Parce que, évidemment, tu le sais, comme je le sais, il y a un certain nombre de domaines qui ne sont pas de l'ordre de notre compétence. Et là, je pense notamment aux thérapies. Chacun a vraiment son pouvoir d'action. Moi, j'adore travailler avec des psy ou des thérapeutes parce que je trouve qu'on est extrêmement complémentaires et qu'il y a des effets de levier quand on arrive à travailler conjointement qui sont extraordinaires. Et c'est vrai aussi pour les parents. C'est-à-dire qu'un parent va peut-être s'apercevoir dans la difficulté avec son enfant qu'il y a des choses en lui qui demandent à être optimisées et que peut-être une thérapie va permettre de libérer des zones d'ombre qu'il y a encore. Et c'est OK, on a tous des choses à travailler, à optimiser toute notre vie. Et c'est pas forcément des choses anciennes, hein, mais en tout cas, on s'améliore jusqu'à la fin, j'espère. C'est important, effectivement, d'apprendre à se connaître et ça peut être important d'accompagner les parents dans ce cadre-là. Tu me parles d'accompagnement parental parce que tu dissocies les deux, l'accompagnement parental et l'accompagnement du jeune? Ah, totalement. Alors, typiquement, comment ça se déroule? Donc, typiquement, comment ça se déroule? Un parent m'appelle et me dit oui, alors franchement, mon ado ne va pas bien, je le sens malheureux, qu'est-ce qu'on peut faire? J'aimerais qu'il vienne vous voir.
OK. Donc là, il y a un entretien pour mieux définir la situation, l'envie, la faisabilité. Est-ce que ça dépend d'un coaching? Est-ce que ça va dépendre d'une thérapie? Qui va participer? Et évidemment, l'information déterminante, c'est est-ce que l'enfant le souhaite? Est-ce qu'il est moteur? Est-ce qu'il a envie de faire ce coaching? Parce que si l'enfant ne le souhaite pas, ça ne va aller nulle part. C'est même pas la peine qu'on commence. Donc, une fois que j'ai eu les parents au téléphone, je propose d'avoir l'enfant également au téléphone pour le même entretien préalable. Et à l'issue de ça, on va savoir si l'enfant est d'accord, l'adolescent, pour participer ou non au coaching. S'il n'en a pas envie, je vais proposer aux parents, puisque c'est un système, une famille, et que comme dans un jeu d'échecs, quand on agit sur un pion, tout le jeu change. Je vais proposer aux parents de travailler avec eux. Parce que certains adolescents ne sont pas encore conscients et ne sont pas encore dans ce processus de construction active de leur vie. Et c'est OK. Ils ont tout le temps de grandir, mais par contre, les parents peuvent comprendre qu'il y a des améliorations et des transformations possibles. Et à ce moment-là, c'est de l'accompagnement parental. J'ai envie de rebondir sur le côté de l'ado qui n'a pas forcément envie. Il y a beaucoup de jeunes que je peux accompagner qui, eux, n'ont pas de problème. Qui vont te dire j'ai pas de problème, en fait. Ben non, t'as envie de bosser, je bosse pas, quoi. Point. Enfin, tu viens m'embêter. Mais je suis heureux. Et je suis heureux. On est j'ai d'accord. des potes et tout va bien, quoi. C'est maman, elle m'embête, là. Et c'est vrai que ça questionne toujours. On est d'accord. Il y a beaucoup d'ados qui vont très, très bien. Bien sûr. Qui n'ont pas de problème, ni à l'école, ni avec les copains, ni avec les parents. On oublie de dire ça. Ils arrivent à trouver leur identité sans qu'il y ait de difficultés majeures. Et certains ados, on est bien d'accord, vont bien. Et parfois, les parents, eux, sont dans un questionnement puissant, mais qui les regarde. Exactement. Et c'est important de replacer ça. De replacer à quel endroit ça se situe. Est-ce que véritablement la problématique, elle est au niveau du jeune, de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent et de son quotidien, ou est-ce qu'il est au niveau du parent et de la perception qu'il a du changement de son ado? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'âge de l'adolescence, c'est l'âge de la séparation aussi. C'est l'âge où les idées divergent. C'est l'âge où on retrouve de la rébellion et plein de fonctionnements différents. Et ça déstabilise le système familial dont on parlait tout à l'heure, et ça déstabilise les parents. Fortement. Et c'est là qu'accompagner les parents est important. Entre autres, mais absolument. Pour eux, ça peut être plus difficile parfois que pour leur ado. Qui lui, comme tu le disais, ça va plutôt, les potes ça va, l'école ça va. Alors que certains parents, le fait de plus être le parent adulé de son bébé, c'est super douloureux, mais c'est vraiment douloureux. C'est vrai. Comment tu fais, toi, avec les parents? Comment ça se passe, une séance avec les parents, du coup? Tu es coach. Alors, effectivement, il y a peut-être d'autres professionnels autour qui n'ont pas forcément ces données, mais le process de coaching, c'est un coaching d'adulte, c'est-à-dire un questionnement pour comprendre dans leur mécanisme automatique de fonctionnement ce qui est toujours très bien et ce qui doit peut-être être transformé, ou est-ce qu'on peut créer un nouveau système qui va mieux correspondre à la nouvelle période qu'ils vivent. Le coaching, c'est un processus de transformation et d'interrogation sur aujourd'hui, maintenant, et on a envie de quoi pour demain, et comment on va d'un point à l'autre, comment on se transforme pour aller le mieux possible d'ici à demain. Donc ça, c'est vraiment du coaching classique adulte, juste sur un questionnement qui est la parentalité d'adolescent. Ça dure longtemps, ce genre d'accompagnement pour toi? Alors, je fais des séances qui sont en général d'1h15, donc des séances plus courtes, par exemple, que pour un accompagnement professionnel, parce que je trouve que les enjeux d'émotion sont très forts et que ça vient toucher souvent ce qui est le plus important
dans la vie des adultes ou des adolescents, ce lien affectif ultra puissant. Je trouve qu'au-delà, on est tous fatigués. C'est difficile de faire des séances, je trouve, plus longues. Je les trouve très exigeantes déjà, ça remue fort. Donc, si je comprends bien, dans tes accompagnements, tu reçois les parents en général quand le jeune n'a pas envie n'est pas demandeur. Globalement, c'est ça? Ou comme tu le disais, si le parent sent bien que c'est lui, et parfois ils sont ultra conscients, ils ont une visibilité, tout ça qui est excellente, que si le parent se sent lui en difficulté, il a l'impression de mal vivre cette période et peut venir de son côté. Ok. Est-ce que on a parlé de la culpabilité qu'ils ressentent, on a parlé des difficultés qu'ils peuvent vivre par rapport à ça. Est-ce que tu as envie de nous parler peut-être d'autres choses qui sont récurrentes chez les parents comme difficultés? Le syndrome de l'imposteur, ne pas être à la hauteur de la tâche. Et ça peut faire vraiment souffrir fortement. Alors parfois, ils ont l'impression que chaque décision va être déterminante pour la vie de leur enfant, va saccager la vie de leur ado, que tout ça ce sera impossible de reconstruire les choses après, que les enjeux sont totalement catastrophiques, ce qui évidemment n'est pas la réalité. Bien sûr qu'aujourd'hui, il peut se passer quelque chose, mais d'abord, si aujourd'hui, j'ai pas fait correctement les choses, je peux réparer, je peux m'excuser, je peux essayer de trouver une nouvelle solution pour demain. Et mon adolescent peut se construire aussi avec ça. En se disant, bah voilà, mon parent n'est pas parfait, c'est très bien. Parce que moi, je suis pas parfait non plus. Et finalement, ça me libère d'un certain nombre d'injonctions de perfection. Et ça, c'est plutôt une très, très bonne chose. Il y a quand même dans ce rapport-là, même quand il se passe avec des difficultés, beaucoup, beaucoup de richesse. Donc, c'est notamment ces baromètres-là qu'on peut remettre de manière plus juste, avec beaucoup plus de tolérance interne pour le parent. Voilà, c'est un parent imparfait, comme nous tous. Et c'est une très, très bonne chose pour son enfant. Bienvenue. Bienvenue au club. Très bonne nouvelle. Il y a aussi un deuil, je crois, à ce moment-là, des parents. Bien sûr. Le deuil de mon enfant qui était parfois presque parfait. Oui, il y a un changement d'étape majeur. On a une nouvelle période qui s'ouvre avec un adolescent qui va trouver une nouvelle identité qui va s'opposer, qui va confronter parfois de manière très douce, mais qui va trouver sa liberté d'être dans une distanciation. C'est magnifique cette période, mais c'est pas toujours vécu comme tel. Ça peut être totalement traumatique, alors que c'est une éclosion. C'est très très joli dans l'idée. Tu parlais de chrysalide, on est exactement à cette période-là, mais oui, bien sûr, la période magique où on se regarde les yeux dans les yeux, qui n'est pas d'ailleurs systématique, hein, ça se passe pas toujours comme ça. L'enfance entre les parents et les enfants n'est pas toujours ce bonheur absolu. Il y a des difficultés très tôt parfois, et qui pour le coup relèvent pas du tout du travail qui me concerne. Et quand ça a été totalement paradisiaque, le contraste, il peut être d'une grande violence. Et effectivement, là, il faut arriver à faire un deuil de la période, non pas de son enfant, mais de la période qu'on a vécue, de la relation qui était la relation précédente et qui a évolué en plus dans le temps entre le moment où l'enfant est bébé et où il devient adolescent, pour encore une nouvelle période de chrysalide et de transformation des liens qui va arriver au moment magique où on est deux adultes face à face qui se parlent et qui s'aiment, et c'est quand même drôlement chouette. C'est ce que je vis à l'heure actuelle avec mes enfants et je trouve ça totalement fantastique. Génial. Il y a aussi, ça m'y fait penser dans ce qu'on se dit, des parents qui, dès l'enfance, commencent à se dire « Oula, c'est tellement dur aujourd'hui déjà avec eux, on se comprend déjà pas, comment ça va être à l'adolescence ?» Et là, on se rend compte qu'il y a des jolies étiquettes qui ont été posées dès l'enfance, qu'il est nécessaire de décoller pour pouvoir permettre à l'ado d'être lui-même, en fait. Merde, excuse-moi l'expression. On est d'accord.
c'est de dire aux parents et de replacer les parents par rapport à ça en disant, OK, peut-être qu'il a fait beaucoup de colère petit, peut-être que ça a été compliqué à certaines périodes. OK, mais il a grandi quand même. Regardez-le aujourd'hui, revenez dans le présent, quoi. C'est exactement le type de travail qu'on peut faire en coaching, ça. C'est-à-dire défaire un mode automatique. Il y a eu un mode automatique relationnel qui a été créé, qui a fonctionné jusqu'à maintenant. Il a sûrement été mis en place pour des raisons qui étaient valides à l'époque. Et on peut le re-questionner maintenant, parce que peut-être que maintenant, il empêche d'avancer. Effectivement, les bonnes grosses étiquettes collées sur le front, d'ailleurs, qu'on soit adulte, ado, enfant, la bonne grosse étiquette, elle est rarement là pour nous pousser au meilleur de nous-mêmes. On n'est pas du tout obligé de se définir de manière restreinte dans un tout petit cadre bien étriqué. On est beaucoup de choses et en plus totalement mouvant. On se transforme toute notre vie. On a le droit d'être tout et ça, c'est génial. Et sauf que ça n'est pas toujours clair dans les esprits. Donc, se poser, regarder, observer ce qui nous va, ce qui nous va pas, ce qui est juste, ce qui semble moins juste, créer des nouveaux modes relationnels, créer des nouvelles habitudes, créer des nouveaux possibles d'actions, parce qu'on est peut-être un peu colérique et très très sympa, et en même temps ultra doux à d'autres moments, et on est tout ça, on est tous traversés par toutes les émotions. Complètement. Donc on est ça fait partie clairement du travail de coaching. Carrément. J'avais envie de te poser une question. Il y a certains accompagnants qui, dans l'âge de l'adolescence dont on parle, c'est-à-dire 15-25, reçoivent pas les parents. On est bien d'accord qu'après 21-22, moi j'avoue que les parents, je les reçois plus forcément. Mais avant, c'est quoi qui est le plus important dans le fait de recevoir les parents à ce moment-là pour toi? Oui, pour moi, ça agit à plusieurs niveaux. Quand l'enfant est mineur, évidemment, c'est totalement déterminant. L'enfant ne peut pas décider et je ne peux pas décider. Donc, il n'y a aucune question à se poser. Le parent est le garant de la sécurité de son enfant et c'est absolument essentiel. Mais bien au-delà de ça, on parlait tout à l'heure de systémie. Je crois que pour qu'un accompagnement soit réussi, tant que faire se peut, il faut que chacun soit d'accord avec le projet. Évidemment, les parents ont conscience, quand on accompagne un enfant, que ça va faire bouger la famille, qu'il va y avoir des questionnements, que eux-mêmes vont bouger d'une certaine manière. C'est pas toujours formalisé, c'est pas toujours dit comme ça de manière très claire, mais ils le sentent. Et je crois qu'à ce moment-là, le lien de confiance, il doit aussi être fort avec eux. Comprendre que le système va bouger, mais pas forcément contre eux. Ils ne sont pas l'ennemi. Ils sont au contraire, ils font partie de l'équipe. Tout le monde est bien sur le même bateau. Moi, pendant quelques temps, je suis aussi dans le bateau avec eux. Et on va bien au même endroit, mais on y va beaucoup mieux si on est ensemble à se respecter, à s'écouter, à se comprendre, à pouvoir s'exprimer et qu'ils puissent eux aussi, en tant que parents, se sentir profondément respectés dans le travail qui va être fait, y compris seuls, avec leur adolescent. Je trouve ça déterminant, vraiment. Je trouve que ça aussi, ce socle-là, il est puissant. Travailler dans une confiance commune, parents, adolescents, coach. Tu le vis, j'imagine. Oui, complètement. Combien de fois j'ai des appels des parents très inquiets parce qu'il s'est passé telle chose ou telle chose qu'ils comprennent pas et que cette première séance a permis de créer aussi du lien. En tout cas pour moi, comme je te le disais, je reçois les parents lors d'une première séance toujours et on fait un point sur beaucoup de choses et ça permet aussi de créer un lien à ce moment-là qu'on peut réactiver à n'importe quel moment lors de l'accompagnement au fur et à mesure parce que quand on accompagne des jeunes sur 3 mois, en 3 mois, il s'en passe des choses. Et la vie s'arrête pas de tourner. Donc, du coup, c'est important de pouvoir avoir ce lien, clairement. Et c'est effectivement, comme tu le dis, on est tous dans le même bateau et on a tous le même objectif à ce moment-là. Donc, c'est important de pouvoir le redire à tout le monde et que même si on se comprend pas, c'est juste la communication qui parfois bug et c'est pas le sens du bateau.
Non, il y a un but commun avec des ressentis individuels qui peuvent parfois un peu s'affronter. Puis j'aime aussi qu'ils puissent sentir à quel point j'ai conscience, ils nous confient ce qu'ils ont de plus précieux. Et je crois qu'il est très, très important de leur exprimer qu'on le sait et c'est très conscient et qu'on va faire très attention. Parce que c'est l'amour de leur vie qu'ils nous confient. C'est précieux. L'un des amours. Ben oui, bien sûr. Donc ça aussi, je trouve qu'il y a besoin de le verbaliser et de le faire sentir. J'ai envie de te poser les petites questions du quiz de fin, si tu es OK avec ça. C'est des petites questions qui vont être récurrentes lors de ces interviews et qui vont permettre de comparer un peu nos points de vue à chacun d'entre nous, accompagnement. Moi, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui a changé. Tu sais, les trucs où tu te disais non, ça, j'y arrive pas, ou alors ça, je ferai jamais ça comme ça. Tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé déjà pour toi dans tes accompagnements? Beaucoup, évidemment. Mais j'avais très peur de donner des conseils parce que, évidemment, ça n'est pas l'idée du coaching. L'idée du coaching, c'est l'autonomie. Et j'avais peur de parler trop. Je suis très, très bavarde et très, très vivante. Donc, j'avais peur d'envahir le terrain. Et en fait, contre toute attente, c'est pas du tout ce qui se passe. Et ça m'a rassurée beaucoup parce que j'avais peur de prendre trop de terrain ou de suggérer des réponses qui ne seraient pas celles de mon coaché. Or, c'est la seule solution valable et tu le vis comme je le vis. On est souvent surpris de ce qui peut éclore, que l'on n'avait pas forcément imaginé et qui est magnifique. Et en fait, toute la beauté du coaching, elle est clairement là. Ça n'est pas du tout difficile. De temps en temps, le coaching peut être perçu comme un coaching sportif où on va apprendre à l'autre quoi faire. Or, c'est l'inverse. C'est questionner pour laisser éclore, avec les silences, avec le fait de laisser le coaché écouter son intériorité et de permettre cet espace. Alors, ce qui est un peu subtil avec les adolescents, ce qui n'est pas le cas avec les adultes. Avec les adultes, on est sur un contrat très, 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 très limpide de parité. Le coaching, c'est un contrat de parité. La subtilité très, très fine avec l'adolescence, c'est que parfois, je peux être amenée à transmettre 2-3 clés concrètes de comment il fonctionne. Voilà. Comment fonctionne un corps, une émotion, qu'est-ce qu'est une émotion. Voilà, plus ce que je ne vais pas faire du tout avec un adulte. Mais avec un ado, je peux juste être amenée à donner 1 ou 2 clés très, très rapidement voilà, tu es traversé par ça, ou dans ton corps, il se passe ça, ou il y a le conscient, l'inconscient. Ça s'appelle une clé... Enfin, pour moi, ça s'appelle une grille de lecture. J'ai pas trop de difficulté à donner une grille de lecture, que ce soit un ado ou un adulte, de dire, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on voit les choses, que ce soit en neurosciences ou alors il y a telle personne qui a étudié ça de cette manière-là. Quand je pense à ça, je pense aux drivers, je pense aux émotions, je pense à des bases de la CNV, je pense à des choses comme ça que je peux utiliser en séance en expliquant que c'est une grille de lecture, une manière de fonctionner. Est-ce qu'ils y adhèrent, est-ce qu'ils y adhèrent pas? Et que ça permet de donner des clés. C'est ça? Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est comment je vais juste donner une clé pour qu'eux-mêmes puissent mieux se comprendre et mieux ressentir l'information. Tu le vis, j'imagine. Mieux ressentir leurs émotions, mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. Voilà, c'est un langage. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as envie de dire à la toi qui a débuté? Je ne sais pas si tu te souviens. Si, ultra. Je m'inquiétais beaucoup de ce que moi, je pourrais faire, de l'impact, de tout ça. Alors qu'en fait, j'aurais envie de lui dire, fais-leur confiance. Ce sont des génies. Ils ont la connaissance d'eux-mêmes. Tout est en interne. Donc, mon seul rôle est de poser des questions. Ça va, je peux le faire, ça. On est d'accord.
Parfois, c'est un peu plus subtil que ça et on doit repérer un certain nombre de choses, mais eux savent faire leur confiance. Et c'est ce qui est le cas. Ouais. Et je trouve ça très, très impressionnant. On a chacun une connaissance de nous-mêmes qui est d'une extrême finesse, si on se laisse la possibilité de l'écouter. Complètement. Et du coup, c'est quoi les mauvaises recommandations que tu as pu entendre par rapport à ton métier? Tu sais, quand tu as commencé, des choses que tu entendais, et avec le recul, tu te dis en fait non, c'est pas OK. Donc, que j'entends encore, alors très sincèrement, là, le plus souvent, des personnes dont ça n'est pas le métier. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent que, sous prétexte, j'imagine que ça t'arrive aussi, sous prétexte que je suis coach, je suis un devin extraordinaire de leur cerveau, je devine toutes leurs pensées, je suis d'ailleurs toute puissante, ce qui est génial, j'adorerais, et en fait non, je n'adorerais pas du tout, mais je peux les manipuler horriblement, enfin je peux me transformer en monstre à 10 têtes. Eh bien, la magnifique nouvelle, c'est qu'en fait, non, on ne manipule pas les gens de manière si simple. Ils ont un libre arbitre très fort. On n'est pas si manipulable que ça. En face de vous, la personne que vous avez, le coach, ne sait pas ce qu'il y a dans votre tête. C'est la raison pour laquelle il vous pose des questions. Et très souvent, je ne sais pas pour toi, Émilie, mais moi, très souvent, je suis surprise. Je ne m'attendais pas à la réponse qui m'est donnée, et c'est ce que je trouve merveilleux. On est chacun un univers complet, ultra riche, et le seul moyen que l'on ait de partager cet univers, c'est de communiquer de plein de manières différentes. Parfois, c'est avec les yeux, mais souvent dans notre métier, la parole est très présente pour arriver à des degrés subtils de compréhension. Et ça, c'est magique. Donc non, on n'est pas de grands manipulateurs avec des outils incroyables qui vont pouvoir avoir un pouvoir absolu sur le cerveau de l'autre. C'est pas ça du tout, heureusement. Heureusement, carrément. Souvent en séance, quand j'ai des clients qui me disent des choses du genre je sais pas, c'est vous qui savez. C'est ça. Souvent, je leur réponds, mais si vous savez pas, comment je peux savoir, en fait? parce que clairement, ils attendent souvent. Et quand nos clients se positionnent de cette manière-là, j'observe souvent que c'est une déresponsabilisation de leur part. C'est une attente que ça fonctionne tout seul, en fait. Mais cette baguette magique, s'il l'active pas à l'intérieur, on n'y arrivera pas. Et ça fait partie de notre travail de coach, évidemment, de le déceler, de les remettre en pleine puissance, justement, de l'action sur leur vie, et avec cette conscience d'à quel point chacun, on peut être puissant vis-à-vis de nous-mêmes, et on a un nombre d'outils incroyables, et les autres sont faibles par rapport à notre propre puissance vis-à-vis de nous-mêmes, évidemment. Bien interne. Bien sûr. On est très, très fort en interne. Bien sûr. Pas nous en tant que coach, hein, le coaché est très fort. Compris. Chaque individu est très fort en interne. Chaque individu est très, croire très en fort eux, en fait. Interne. Oui, et croire en soi. Croire en soi, on est bien d'accord. Est-ce que tu travailles en collaboration avec différents praticiens? Est-ce que tu veux nous en parler? Tu parlais tout à l'heure de déléguer, enfin pas de déléguer, mais de transmettre quand c'était au-delà de Ah ben oui, savoir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour moi. C'est-à-dire savoir à quel point, à quel moment on s'arrête. Quel est mon domaine de compétences et à quel moment je m'arrête parce que ça ne relève plus d'un pouvoir d'action que j'ai. Donc, je suis en train de monter des équipes, alors qui peuvent d'ailleurs être composées de coachs, c'est-à-dire que j'ai une personnalité, du coup j'ai une approche du coaching, mais pour certaines personnes, j'ai le sentiment, souvent, enfin en tout cas parfois, que quelqu'un d'autre, un autre coach, serait plus mieux à même de les accompagner. Du coup, je travaille avec plusieurs coachs autour de moi auxquels je peux envoyer des personnes si je pense que c'est mieux pour l'accompagnement de cette personne qu'elle soit avec eux. Ensuite, on parlait des thérapeutes, des psys, et ça, c'est aussi très important pour moi d'envoyer les personnes qui viennent à moi vers des gens en qui j'ai une totale confiance, et donc travailler ces partenariats-là, parce que c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Je crois que la thérapie agit sur les traumas passés en libérant les émotions, ce qui est déterminant dans certaines vies
parce qu'elles ont un impact lourd sur aujourd'hui. Et puis nous travaillons sur le pouvoir d'action de la construction de demain et le pouvoir de transformation des mécanismes automatiques, ce qui est aussi très puissant, mais que la thérapie ne va pas traiter. Et du coup, travailler conjointement, ça donne une double force que je trouve géniale. Mais ça peut être aussi la naturopathie. J'ai une amie merveilleuse qui s'appelle Claire, que j'adore, et qui peut accompagner un adolescent ou un adulte, notamment par rapport à l'anxiété, mais ça peut être aussi sur le poids. Il y a des problématiques aujourd'hui chez les adolescents particulièrement autour de l'aspect physique, du poids, des comportements qui peuvent être difficiles face à la nourriture dans un sens ou d'un autre. Évidemment, je pense à l'anorexie, à la boulimie, à des comportements de compulsion. Il peut y avoir différentes manières pour la naturopathie d'accompagner les interlocuteurs, qu'ils soient adultes ou adolescents. Et puis toi, tu es hypnothérapeute. Évidemment, tous ces outils-là, la sophrologie, le MDR, tout ce qui concerne les traumas, les traumas lourds, évidemment, ça ne relève pas de mon domaine de compétences. Évidemment, il faut que je puisse avoir des interlocuteurs en qui j'ai une confiance absolue. Ça, c'est un travail d'équipe, quoi. S'il y avait 3 choses, situations, des données, des choses qui sont essentielles pour toi à vérifier dans l'accompagnement d'un ado, ce serait quoi? Alors, la première des choses, c'est de vérifier que l'ado est d'accord pour effectuer cet accompagnement. Ça, c'est vraiment la toute première chose qui est la base de tout. Ensuite, la confidentialité. Voilà. Je trouve que, bien sûr, pour un adulte, c'est très important, mais la confidentialité pour un adolescent, c'est quelque chose qui peut être un abîme si elle est trahie. Alors évidemment, ça n'est pas ce qui se passe dans le cadre d'un coaching, mais ils ont pu vivre des trahisons amicales ou ils ont pu vivre un manque de respect de leur intimité, et c'est à l'heure actuelle très fréquent. Je pense bien sûr aux vidéos, enfin, je pense à de nombreuses agressions visuelles, les photos qui sont partagées, etc. Donc, ce sujet de la confidentialité, il est absolument énorme, il est majeur. Et puis, l'autre sujet, c'est leur connexion, l'apprentissage parfois de leur connexion à leurs émotions et au corps. Parce que tout ça, d'abord, leur corps se transforme, donc c'est pas forcément évident. Ensuite, ils sont bombardés par beaucoup d'émotions dont ils savent pas toujours quoi faire, et ce que je comprends, parce que pour nous aussi, c'est difficile, le rapport au corps à certains moments, et puis le corps change tout au long de la vie. Et les émotions, elles nous bombardent tout au long de notre vie aussi. Mais donner des codes et travailler ensemble, le fait de ne pas avoir peur de traverser une émotion, d'être traversé par elle, de lire l'information qu'elle vient nous apporter, qui va être très utile pour notre vie. Et cet apprentissage de la lecture émotionnelle et de la lecture du corps, je trouve que ça fait clairement partie des domaines essentiels du coaching. Je sais pas comment toi tu le vis, mais pour moi, c'est très, très important. Je suis d'accord avec toi. Ça fait partie du cadre, de la confiance qu'on se donne mutuellement, du lien qui se crée et de cette possibilité d'avancer. Si on verrouille les portes, on empêche d'aller où il faut aller et ça empêche le boulot, c'est clair. Est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de ton actualité ? Alors, mon actualité, en dehors effectivement des coachings adolescents et de l'accompagnement parental, ça va être la création, on en parle pas mal, des programmes vidéo qu'on va trouver sur Internet. Il y a une évolution autour de ça. Et du coup, j'ai voulu tester. J'ai une amie qui est coach depuis très longtemps. On s'est amusé, mais en même temps, c'est très sérieux et j'espère très puissant. On va le lancer là très bientôt, à créer un programme vidéo sur la confiance en soi, spécialement dédié aux adolescents, puisque cette question, elle est déterminante. Et la confiance en soi, c'est un socle sur lequel on arrive à trouver une puissance d'action. Quand elle est défaillante, c'est quand même très difficile d'avancer. Et il y a beaucoup, beaucoup d'outils qui peuvent interroger nos certitudes, nous permettre de mieux comprendre où on se situe, de nous protéger quand on est attaqué, de se questionner sur ce qui est un échec ou une prise de décision. Il y a vraiment beaucoup de sujets qui sont abordés. Il y a 19 séquences
Et ça m'a beaucoup amusée. C'était un exercice nouveau pour moi et j'espère utile. Ça, évidemment, c'est très différent d'un coaching parce qu'il n'y a pas cette interaction dont tu sais, comme je sais à quel point elle est puissante, personnalisée, c'est du sur-mesure, donc on arrive à aller plus loin. Mais j'espère, ça s'adresse aux personnes qui ne pourraient pas avoir accès à un coaching complet et qui vont essayer par eux-mêmes d'avancer, de se questionner, d'ouvrir des possibles pour qu'ils aient une confiance en eux bien meilleure. Peut-être totale, si c'est possible un jour. En tout cas, à un moment, puisqu'évidemment tout ça bouge et n'est jamais figé ni inscrit dans le marbre. Mais c'était pour donner cet accès-là à ceux qui ne seraient pas ou qui ne peuvent pas suivre un véritable coaching. Et où est-ce qu'on peut trouver des informations sur ce programme à venir ? Ce sera bientôt lancé sur Blast, B-L-A-S-T, d'accord. Qui est le site internet qui va être la plateforme sur laquelle sera ce programme. Voilà. Puis j'utilise aussi Insta pour les ados parce que il m'est apparu que c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est trouvés toutes les deux. Tu vois, c'est un outil qui me paraît majeur pour pouvoir dialoguer avec un adolescent. En tout cas, se présenter. Dire coucou, j'existe. Si t'es pas bien, potentiellement, je suis là. On mettra ton compte Instagram, du coup, en lien, effectivement. Ok. Enfin, si on devait retenir un seul fait de cette interview, tu sais, si les gens étaient super pressés et qu'ils prenaient la dernière minute de l'interview, qu'est-ce qu'il faut leur dire ? Alors, si on fait dans l'hyper caricature, je dirais parents en danger égale enfant en danger. Ok. Alors, sécurisons la maison. Et dans la maison, il y a tout le monde. Sécurisons les parents. Pour sécuriser les parents, accompagner, notamment agir sur la culpabilité, agir aussi sur la souffrance, en permettant qu'elle soit libérée, libérer les émotions liées à leur parentalité, parce que souvent, ils peuvent avoir honte d'en parler, parce que se sentant pas à la hauteur. Or, être traversé par des émotions de parents, c'est OK. C'est normal et c'est plutôt très, très, très bon signe. Ça veut dire qu'on est impliqué. Donc, parents en danger égale ado en danger. Si on super caricature. Mais je le crois. Merci beaucoup, Barbara. Merci à toi, bravo. Ce point. Alors, je te remercie de tout cœur de cette interview. Elle sera sur les plateformes le 15 mars. Alors, je vous remercie de tout cœur d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager et à indiquer votre avis sur les plateformes de diffusion. Vous nous retrouverez sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, Croire en eux, le podcast, mais aussi sur un groupe Facebook privé Croire en eux, le groupe, où vous pourrez partager sur les difficultés rencontrées et recueillir des avis, des entraides bienveillantes et accueillantes. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode solo. À très bientôt. Prenez soin de vous.